Bonjour à tous et bienvenue dans Souvenirs d'écolier. Chaque semaine, je reçois une personnalité qui se confie sur son enfance et sa scolarité. Avec moi cette semaine, Julien Bing. Bonjour Julien. Bonjour Malika. Alors, tu es humoriste. Oui. Tu as commencé à faire ton petit trou en jouant dans les salles à Lille d'abord. Exactement. Tu faisais les premières parties d'humoristes bien connus comme Jérémy Crédville ou encore Marc-Antoine Lebret. Oui. Mais si tu es là aujourd'hui, c'est pour ton spectacle à toi, toute la vérité, rien que la vérité ou presque. Exactement. Donc tu es en tournée avec dans toute la France? Oui, et à Paris toutes les semaines. Toutes les semaines, c'est tous les mercredis au Palais des Glaces. Exactement, c'est ça. À quelle heure? 19h? 19h30, oui. Jusqu'à fin décembre. Jusqu'à fin décembre. Et on va peut-être continuer, comme le spectacle se passe bien, on va peut-être prolonger toute l'année. Alors déjà, pourquoi il faut aller le voir, le spectacle? Mais il faut aller le voir parce que ce spectacle est, un spectacle incontournable de Paris. Et je ne dis pas ça parce que c'est moi qui le dis, mais voilà, les gens passent toujours un très bon moment, c'est d'une fraîcheur, ils viennent prendre une parenthèse heureuse. C'est un spectacle où on ne se prend pas la tête, où je raconte mes petites vérités du quotidien, où les gens se retrouvent, généralement, et je parle un peu de l'image qu'on essaie de renvoyer tout le temps. Parfois une fausse image, le fake self qu'on appelle en anglais, dans le sens où on essaie... Explain me. Dans le sens où on essaie toujours de se donner une bonne image. On essaie toujours de se donner une bonne image et en vérité on a tous des petites blessures, on a tous des petites imperfections, mais on essaie... Pourquoi tu me regardes en disant imperfection? Non, parce que... on a tous des imperfections. Sauf toi, peut-être. Mais mais c'est vrai qu'on a, on a tous des petites choses à retravailler. Les prochaines étapes pour toi, c'est quoi? Les prochaines étapes, c'est un film avec DiCaprio et Brad Pitt. Mais non! C'est incroyable, c'est tombé ce matin. Les prochaines étapes, c'est déjà de continuer le spectacle. Peut-être un peu de médias qui vont arriver, notamment une belle émission qui s'appelle School TV. Souvenir d'écolier sur School TV. Souvenir d'écolier, bien évidemment, voilà. Et j'aimerais bien partir un peu sur les castings cinéma, parce que moi, là-bas, je suis comédien, je faisais du théâtre. Je fais du théâtre depuis l'enfance. Et voilà, je suis aussi sur Paris pour pousser quelques portes, notamment. On arrête de se projeter dans le futur, on fait un petit retour dans le passé. Ouais. Retour à ton enfance. Donc tu as grandi où? J'ai grandi à Dunkerque, à Dunkirk. On dit Dunkirk? On dit Dunkirk. Moi, je dis Dunkirk, ça donne un petit côté américain. Ouais. Voilà, comme la ville n'a pas la meilleure pub, quoique l'image est en train de changer à mon grand plaisir. En plus, on a eu un film avec Christopher Nolan qui a été tourné là-bas, ah ouais, oui, sur le débarquement. Donc l'opération Dynamo, où j'ai eu la chance d'y participer. Enfin bref, tout ça pour dire que je suis originaire de Dunkerque et j'aime ma ville. C'était comment ton enfance là-bas? Enfance heureuse, parents adorables. Je suis issu d'une fratrie j'ai 2 frères et j'ai que des bons souvenirs de mon enfance, si ce n'est peut-être une période où j'explique dans le spectacle où j'ai subi le harcèlement scolaire, qui a été un peu compliqué pour moi pendant ma scolarité de primaire. Ça a duré du CP jusqu'en 4e, l'année où je me suis fait opérer, où je me suis fait recoller les oreilles. CP 4e? Ouais, ça a été compliqué. Alors c'est-à-dire que ça arrive comme ça de façon, ponctuelle, mais ça pouvait durer quelques mois. Et ça a été une période douloureuse. J'en parle parce que... C'est long quand même. Oui, c'est long. Alors après, attention, ça n'a pas été une phase de dépression du CP à la 4e, mais cette petite particularité physique, parfois, m'embêtait à l'école. Tu te faisais harceler à cause de tes oreilles qui étaient décollées? Oui, j'ai pas peur de le dire parce que c'est un sujet très actuel du moment. Et moi, quand j'entends beaucoup de choses, notamment de ce que vivent les enfants à l'heure actuelle, et encore, j'avais pas les réseaux, Malika, ça me touche beaucoup. Un harcèlement sur l'esthétique, en fait. C'était un harcèlement sur l'esthétique et après avec tout ce que ça comporte derrière, c'est-à-dire l'exclusion, le rejet, l'humiliation. Et encore une fois, je dis qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux, et heureusement d'ailleurs pour moi. Mais tu n'avais pas d'amis à l'époque? Alors, si, j'avais... Non, mais pour prendre ta défense. Non, mais justement, alors si, j'avais quand même quelques amis. Alors encore une fois, je précise que tout n'était pas noir et sombre, et l'enfance a été très heureuse. Mais dans ma scolarité, c'est vrai que cette école de primaire, j'ai eu des moments de tristesse aussi, ouais.
mais regarde, maintenant je suis l'homme d'aujourd'hui et généralement les blessures d'hier te font une force aujourd'hui et ça c'est... Et on te disait quoi par exemple? Oh bah, on me parlait, on me disait forcément Dembo, parabole. Je raconte une anecdote que j'ai mise sur les réseaux sociaux, notamment la différence entre les éléphants d'Afrique et les éléphants d'Asie. Il y avait un petit camarade qui m'avait dit les éléphants d'Afrique ont des grandes oreilles comme Julien. Et voilà, c'était tout des petites choses comme ça. Alors après, on part pas sur une ambiance très positive, Malika. Non, mais parce qu'on se dit Pardon, parce que c'est mais rien, parce que... quoi. Non, mais et à cet âge-là, ça devient ta douleur, ça devient... Oui, exactement. Mais encore une fois, ça m'a forcé, ça fait la personne que je suis aujourd'hui. Et c'est pour ça que je parle aussi beaucoup de confiance. Moi aussi, on me disait que j'allais les oreilles décollées. Ah, c'est vrai, alors pour le coup... Et je les ai cachées. Tu les as cachées. Ouais. Bah oui, les filles ont une chance, ils pouvaient voilà, faire détacher les cheveux. Mais sinon, après, voilà, tout ça, c'est du passé. Tu avais des frères, des sœurs? Oui, deux frères. Deux frères, on a 5 ans d'écart. J'ai un grand frère qui a 41, donc moi j'ai moins, et lui, le petit frère, a 5 ans. Toi, t'es au milieu en plus. Je suis au milieu, je suis l'enfant du milieu. Alors, qu'est-ce qu'on pense de cette place? Ah ben l'enfant du milieu, c'est la place un petit peu, comment dire, je me souviens quand maman, on allait à la piscine avec mes deux frères, maman elle disait à mon grand frère, tu surveilles bien ton petit frère Maxime. Et moi je disais, mais qui me surveille? Elle me dit, bah toi t'apprends à nager tout seul. C'est ça un peu l'enfant du milieu, c'est-à-dire que, non mais je plaisante. Tu t'es senti seul? Non, c'est pas vrai, parce que c'est pas vrai. C'est parce que maman m'a aimé comme mes deux frères. Et beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Mais je veux dire, cette place du milieu est un peu particulière parce que moi je sais que mon frère déjà c'est une tête, c'est l'enfant, j'allais dire l'enfant parfait. Alors parfait dans cette façon d'avoir étudié notamment parce qu'aujourd'hui il fait un très beau métier. Et mon petit frère c'est le dernier. Donc le dernier il a toute la souplesse. Oui, bien sûr. On le dit tout le temps. Voilà, la souplesse que le premier n'a pas. Et le deuxième, c'est souvent, c'est peut-être un mélange des deux. Et peut-être celui qui se cherche le plus. Tu te cherchais beaucoup? Oui, je me suis beaucoup cherché. Je savais déjà ce que je voulais faire dès l'enfance. Je savais que je voulais faire un métier artistique. Mais je me pose beaucoup de questions. Je suis souvent en introspection sur moi-même, en réflexion sur le monde. Est-ce qu'il y avait déjà l'humour à ce moment-là? Oui, il y avait l'humour. Il y avait l'humour parce que ça m'a permis déjà de dédramatiser tout ce que je vivais et c'est un moyen pour moi de casser la timidité que j'avais. Donc j'utilise l'humour pour me sortir de toutes les situations. Ouais. Et ça marche? Écoute, on verra à la fin de l'émission si tu me poses des questions un peu. Oui, il n'y aura pas besoin de sortir. Oui, ça marche. Oui, ça marche. T'étais quel genre d'élève? J'étais celui du middle, aussi celui du milieu. Bah, c'est-à-dire que celui qu'on voit pas alors. Mais moyen, l'élève moyen. J'étais l'élève moyen et j'avais une chance incroyable, c'est que j'étais toujours aussi bien vu par mes profs, mes instits, et aussi par mes camarades, je pense surtout au collège, lycée. C'est-à-dire que je faisais rire les professeurs et en même temps je faisais rire les copains de classe. C'était populaire alors finalement? Ouais, alors une popularité humoristique plus que, comment dire, une popularité qu'on pourrait voir dans les séries américaines. C'est-à-dire que j'étais le bon copain. Mais ça c'était après la 4e? Ou même pendant qu'on te harcelait, t'es arrivé aussi à faire... J'ai utilisé l'humour dès le plus jeune âge, ça c'est sûr. Et j'ai même compris que l'humour pouvait être une arme qui pouvait faire mal quand elle était mal utilisée. J'ai une anecdote très, comment dire, malaisante pour moi. C'est-à-dire que je suis au CM2, je me souviens très bien. J'ai une institutrice toute jeune, toute mignonne, on fait la photo de classe et on est en classe, et c'est vrai que je commence à sortir des petites blagues, tout ça. Et je regarde, je vois qu'elle regarde la photo de classe, et je lui dis, madame, vous regardez votre laideur. Oh. Et c'est horrible, c'est totalement horrible. Alors moi, je pense que c'est une petite vanne, parce qu'elle était très mignonne, on le savait, tout le monde le savait. Et j'ai vu qu'elle avait été blessée. Et ça m'a fait mal, tellement j'aimais cette instite, que je trouvais adorable et une très bonne instite. Que du coup, je me suis permis de m'excuser. J'ai même raconté l'anecdote le soir à maman. Et elle m'a dit, surtout, tu iras t'excuser. Et dès le lendemain matin, j'ai dit, écoutez, je suis désolé de ce que j'ai dit, du haut de mes 9 ans. Et elle m'a dit, Julien, oublie, ce n'est pas grave, je vois que tu es contrarié avec ça. C'est oublié. Est-ce que tu étais dissipé, bavard? Sérieux? J'étais pas dissipé, bavard, j'étais
j'étais sérieux parce que j'étais un anxieux. Donc je faisais toujours attention de bien travailler quand même à l'école avec Tu avais des bonnes notes? avec les capacités que j'avais. Donc c'est-à-dire que j'avais pas forcément de très bonnes notes, j'avais pas des mauvaises notes. Je faisais le nécessaire pour avoir la tranquillité d'esprit, la tranquillité des parents. Tu as gardé des amis de l'époque? Oui, mes amis d'enfance, ouais. Ah oui, 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 complètement même. Et De quel âge? Mon meilleur ami, c'est même pas mon meilleur ami, c'est un frère maintenant. Pour moi, c'est un copain de maternelle. Ah oui? Thomas, voilà, que j'embrasse. T'as beaucoup de chance d'avoir. Ouais, c'est un copain qui m'a défendu. Ah, j'allais y venir. Ouais, il m'a défendu en maternelle, je me faisais embêter. Et il a pris ma défense. Et je me suis dit, ce mec-là, ça sera mon pote. Et c'est resté mon pote. On s'appelle tous les jours, on s'envoie des petits messages. Enfin, tous les jours, c'est peut-être un peu fort, mais voilà, je sais tout ce qui se passe dans sa vie, c'est tout ce qui se passe dans la mienne. Donc au final, cette scolarité, c'est des bons souvenirs? Oui, 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 oui. J'ai commencé par un côté très sombre en parlant de cette particularité physique que j'avais qui m'a amené, voilà, comment dire, quelques souvenirs d'enfance, mais dans l'ensemble, très, très heureuse. C'est les bons souvenirs qui restent en mémoire, finalement. Oui, toujours. Et il faut s'en rappeler toujours des beaux souvenirs. Est-ce que tu avais un prof préféré? Ouais. C'était qui? J'avais un institut préféré qui s'appelait Monsieur Guillain, au CM2, qui était du gentilesse, qui nous avait fait... Il avait une passion, souvent les instituts ont des passions, et lui c'était la nature, on avait le club nat. Donc du coup il nous emmenait faire des petites balades, et il nous expliquait les fleurs, les arbres, il nous montrait tout ça. J'adorais cet instituteur que j'ai recroisé sur la plage de Dunkerque une fois. Il m'avait reconnu, ça m'avait fait très plaisir. Et après, j'avais un prof de philosophie que j'aimais beaucoup parce qu'il ressemblait à Al Pacino. Et comme je suis un fan de cinéma, dès l'instant qu'il parlait... C'était physique, là aussi. C'était physique. C'est-à-dire que j'étais pas forcément bon en philosophie, mais j'avais l'impression d'aller voir un acteur quand j'allais le voir. Il ressemblait, mais il ressemblait vraiment à Al Pacino, quoi. C'était incroyable. Tu retenais rien de particulier? Tu le regardais, quoi. Être ou paraître, telle est la question. C'est peut-être la seule chose que j'ai retenue. Est-ce qu'il y avait une matière cauchemar? Matière cauchemar, une matière cauchemar, les maths, bien évidemment les maths. Ah, comme d'habitude. Ah non, mais les maths, mais moi je suis pas du tout amateur. Il y avait, je sais pas si vous vous souvenez. Si mais tu non, te souviens, Malika. Oui, si tu te souviens, mais des fois il y avait ce fameux truc où tu devais, comment dire, cocher. C'était enfin, tu devais choisir les réponses, tu avais 4 possibilités. Oui, oui. Le nombre de fois où je mettais des trucs au hasard. Bon, et je me disais, allez, ça va peut-être passer, ça va peut-être passer. Ça va être ma chance, quoi. Ça va être ma chance. Pas du tout. Pas du tout. On a parlé de ton parcours scolaire, on va parler de ta profession maintenant. Est-ce que, avant de te dire, donc tu as dit j'ai toujours voulu être artiste, là tu es humoriste. Ouais. Est-ce qu'il y avait un autre métier qui te faisait rêver? Un autre métier qui me faisait rêver, vraiment, j'ai toujours voulu être comédien. Vraiment comédien. Voilà, ça c'est vraiment la première chose dont je voulais faire. Après, quand j'étais tout petit, je voulais conduire une mobilette. Voilà. Maman m'avait demandé à l'âge de 5 ans qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Et moi, j'avais répondu je veux conduire une mobilette. C'est un métier, ça, conducteur de mobilette? Non, c'est pas un métier, mais quand t'es petit, tu rêves de faire un truc que. Voilà, moi, c'était conduire une mobilette. Tu l'as réalisé, ce rêve? Oui, après je l'ai réalisé, je suis monté sur un scooter, mais je veux dire, si j'avais un métier vraiment de rêve ou que j'aimerais faire, c'est aller dans l'espace, voilà, que je ne pourrais jamais faire. Ou simple, accessible. Astronaute. Voilà, astronaute, je suis un fan de Thomas Pesquet et je suis très attiré aussi par ce qui se passe en dehors de la Terre. Et du coup, donc, tu disais j'ai toujours voulu être acteur, qu'est-ce que tu mets en place, à partir de quel âge ça se dessine pour toi? À partir de quel âge? Écoute, ça vient à moi de façon presque naturelle parce que quelque part, je me sens attiré par la scène, je me sens attiré par la vidéo. Et donc, je dirais ça se fait assez naturellement. Par contre, j'ai un parcours plus conventionnel puisque je travaille dans l'immobilier social pour un bailleur jusque l'âge de mes 30 ans. À côté, je fais du théâtre, je fais mes petits trucs. D'accord. Pendant 10 ans. Pendant 10 ans, exactement. Et après, un jour, un producteur vient me voir. Je fais un spectacle, il vient me voir. Et il accroche et il me dit, je vais te donner un coup de main. Et c'est comme ça que je passe professionnel. Tu avais quel âge? J'avais 31 ans. Et là, il est encore derrière toi? Oui, il est encore derrière moi. C'est ton producteur. C'est mon producteur. On a un rapport assez... Je ne sais pas si tu as vu les Rocky. Les Rocky avec Stallone. Dans Rocky, dans les premiers Rocky, il y a son entraîneur qui s'appelle Mickey. C'est un ancien.
Et je le vois comme ça, c'est-à-dire qu'il a toute la sagesse, l'ancienneté de ce métier, parce qu'il faut savoir qu'il était sur les plus grosses tournées de Johnny Hallyday, notamment, il était aussi sur Eddie Mitchell. Voilà, c'est quelqu'un qui connaît le métier par cœur, et il a voulu se faire plaisir en prenant des jeunes artistes sur l'île et les développer. C'est un Lillois alors? Oui, c'est un Lillois. Il s'appelle Guy Marseillera, que j'embrasse, c'est mon producteur, c'est le directeur du Sébastopol. Est-ce que ça a été lui le déclic? Le déclic, non, ça n'a pas été lui. Non. Il va être choqué. Il va être choqué. Mais je risque de perdre mon emploi, Malika, après cette phrase. Non, mais c'est pas lui le déclic. Il m'a donné un gros coup de main pour pouvoir faire ce métier de façon professionnelle. Le déclic, c'est mon moi intérieur. Ouais, ce qui a fait quitter mon boulot, c'est quoi? Le déclic, c'est moi. Non, mais c'est mon moi intérieur dans le sens, c'est toute une réflexion, se dire je vais quitter mon travail pour faire ce métier. Après, c'est sûr que lui a été un facteur très important dans cette prise de décision. Ouais. Donc aujourd'hui, tu es en tournée dans toute la France. Comment est-ce que tu te décrirais comme humoriste? Quel genre d'humour, quoi? Un humour frais, un humour sans prise de tête, un humour, alors sans prise de tête, mais avec un message derrière quand même, assez subliminal. J'ai tendance à dire que c'est un humour intelligemment maladroit. C'est-à-dire que je suis quelqu'un de très maladroit, et même dans la vie courante, hein. Sincèrement. Je peux te raconter mes dates, mais je suis quelqu'un d'une... Ah, t'es maladroit en date? Je suis très maladroit. Je suis très maladroit. C'est-à-dire que des fois, je me dis, mais comment je vais réussir à construire quelque chose de sérieux? Je sors que des maladresses. Et d'un côté... Tu vas nous faire de la peine, tu sais. Non. Mais oui, bien sûr, parce que comme je le disais tout à l'heure, ce spectacle, c'est aussi montrer ses imperfections. Et donc, je rattrape un peu le fil de ce que je disais. Par rapport... C'était quoi la question? Quel genre d'humour? L'humour, ben voilà. C'est un humour très sympa qu'on peut voir, comme on peut voir chez Florence Foresti, Manu Payette. J'adore Manu Payette. Voilà, c'est eux qui t'inspirent. Voilà, je suis allé voir Manu Payette dernièrement. C'est un artiste que j'ai toujours aimé. J'ai été voir son dernier spectacle. Je me suis dit, c'est dingue. C'est mon maître Jedi. Comme beaucoup d'humoristes, t'es sur les réseaux sociaux. Oui. C'est indispensable aujourd'hui pour faire de l'humour? Exactement. C'est même... Alors, c'est le côté un peu... comment dire? C'est bien et ça peut être aussi... Ça peut être un cercle vicieux. Alors, je m'explique quand je dis ça, c'est que... Oui, s'il te plaît. Alors, je vais expliquer. J'aime beaucoup une phrase d'Edouard Baird qui a sorti récemment et j'ai trouvé cette phrase tellement vraie, c'est que il disait dans une interview, on nous apprend à vivre, nos parents nous apprennent à vivre dans une époque qu'on ne va pas connaître à l'âge adulte. Oui. Cette phrase est incroyable. Beau, parce que moi, mais c'est très juste, quand il a dit ça, ça a tellement résonné pour moi parce que je me suis dit, c'est vrai, quand je voulais faire ce métier, moi je le voyais comme Franck Dubosc, Gad Elmaleh, Florence Foresti, ces gens que j'aimais beaucoup. Et je me rends compte que maintenant, ce métier, il a pris une toute autre tournure. C'est-à-dire qu'il faut être sur le digital, il faut faire du contenu et que... Ce qui peut être terrible, c'est que tu peux avoir un très bon spectacle si tu n'es pas sur les réseaux. Tu vas être Tu fais ta propre promotion. Voilà, exactement. Tu te forces, en fait, un petit peu? Je me force pas parce que j'aime ça. Je te parlais du caractère vicieux, c'est dans le sens qu'il faut toujours produire. La créativité, c'est très dur. Je suis pas un Mozart de l'humour. Il faut toujours la bonne vanne. On peut se tromper. Parfois, moi, je sais que je sors des vidéos toutes les semaines. Maintenant, je vois ces vidéos comme un réalisateur, un producteur. Quand il y a une vidéo qui marche moins bien, ça me peine. Alors qu'auparavant, c'était pas comme ça. C'est pas comme ça. On avait un bon spectacle, il y avait du bouche à oreille, un peu de médias, boum, boum, ça prenait. Donc ça, aujourd'hui, c'est vraiment la télé d'hier. C'est-à-dire que c'est même horrible ce que je vais te dire, mais je suis même tenu par des algorithmes. C'est horrible. C'est horrible. Parce que demain, ces algorithmes, ils changent, Malika. Eh ben, c'est peut-être la fin de ma carrière. Mais non. Mais on ne sait pas, on ne sait pas. Et tu te produis sur scène. Non, mais voilà. Alors, si tu le veux bien, on va attaquer la toute dernière partie de l'émission, celle qui est consacrée vraiment pleinement à l'école d'aujourd'hui et de demain. D'accord. Quel regard, toi, tu portes sur l'école d'aujourd'hui en France? Le regard que je porte sur l'école, il n'est pas très positif, je vais être honnête. Il n'est pas très positif quand j'entends ce qui se passe, quand je comprends aussi, parce que j'ai des neveux et nièces qui me racontent. Alors, j'essaie de garder toujours en tête
que le meilleur reste à venir. Mais j'ai tendance à me dire qu'il y a des choses peut-être à retravailler ou du moins à consolider dans l'éducation nationale parce que peut-être ça me fait peut-être un peu peur. Qu'est-ce qui te fait peur? Ce qui me fait un peu peur, c'est là, le climat actuel. Je parlais tout à l'heure de harcèlement scolaire, on en entend de plus en plus. Justement, les réseaux sociaux qui ont une place très importante aussi dans l'école. Le fait, tu veux dire parfois... que le harcèlement scolaire et les réseaux sociaux vont de pair? Oui, moi je pense. Alors, il existait dans le passé, mais il est peut-être un peu plus fort. Il ne s'arrête jamais, quoi. Voilà, il rentre à la maison. Exactement. Et puis aussi, on peut en parler, parce qu'il n'y a aucun sujet tabou. La laïcité dans l'école me fait aussi un... voilà, je pense qu'il faut sauvegarder au maximum ça, c'est très important. Un professeur a le droit de tout dire quand c'est bien dit, bien évidemment. Il a le droit de tout expliquer et de tout argumenter. Et voilà, moi, je veux qu'on garde ça. Et comment tu la vois, toi, l'école de demain? Qu'est-ce qu'il faudrait changer? Ce qu'il faudrait changer, c'est... Alors, je n'ai pas les compétences pour savoir ce qu'il faudrait changer, mais j'espère que les gens qui les ont vont remarquer les failles et parfois peut-être les faiblesses de l'école pour les arranger. Voilà. Et comment tu la visualises, toi, sans avoir les compétences? Moi, je veux que ça soit un endroit où les enfants se sentent bien, alors les enfants, les adolescents bien évidemment, où les enfants se sentent bien, où ils se sentent, comment dire, où il y a toujours un échange et une proximité avec le professeur, comme moi j'ai pu connaître. Je veux que ça soit une classe, pour, comment dire, zoomer un petit peu sur l'école, je veux que ça soit un moment où l'enfant se sente... comment dire, et qu'il y ait un bien-être dans l'école. Voilà, moi je veux du bien-être à l'école. Parce qu'on passe le plus de temps, c'est comme dans le travail, avec le burn-out. C'est important d'être heureux voilà. Oui. C'est très important d'être heureux à l'école. Et c'est, comme on disait tout à l'heure, les meilleurs souvenirs sont dans l'enfance. Donc si on n'atteint pas les meilleurs souvenirs à travers l'école, mais c'est d'une tristesse incroyable parce que la vie d'adulte a toutes ces complexités qu'on connaît. On en a parlé un petit peu tout au long de l'émission, tu parlais du harcèlement scolaire. Est-ce que tu aurais un message à faire passer aux jeunes qui sont victimes de harcèlement scolaire? Oui, j'aurais un message. C'est surtout dites-vous que vous n'êtes pas seul. Que ce que vous vivez, il y a aussi d'autres enfants qui le vivent, ça c'est la première chose, et que les blessures d'hier vont certainement, ce que je disais tout à l'heure, vous renforcer demain, et essayez toujours de vous approcher, parce qu'il y aura toujours quelqu'un dans une école, dans une classe, qui aura peut-être pas, qui ne vivra peut-être pas le harcèlement scolaire, mais qui sera une bonne personne. Et ça peut être votre allié, et c'est peut-être celui Trouver son sur allié, qui, alors. Voilà, celui sur qui vous pouvez trouver un peu de réconfort. Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. C'est comme ça que tu t'en es sorti? C'est comme ça que je m'en suis sorti. Et puis, encore une fois, ça m'a renforcé. Et je parlais d'un complexe physique, mais il y a tellement de complexes intérieurs. On parle des enfants voilà, qui ressentent peut-être le besoin, ils sentent qu'ils sont peut-être un peu plus attirés par les garçons et du coup les autres le perçoivent et ça devient, comment dire, le petit bouc émissaire de la classe. Après ça peut être, encore une fois dans mon spectacle, je parle aussi de discrimination même au niveau des origines, tout ça. Enfin, je veux dire, le harcèlement, c'est large. Ça peut passer de ça à quelque chose d'un peu plus fort. Et ça peut amener quelque chose de dramatique. Et j'ai envie de dire, surtout, ne passez pas le cap. Allez à l'écoute et trouver du réconfort. Ne passez pas le cap. On a entendu dernièrement voilà, qu'il y a des enfants qui sont dans une souffrance, une détresse totale, qui vont vers... Toi, par exemple, tu n'avais pas atteint ce stade-là? Non, j'ai pas atteint ce stade-là, mais les idées noires, je les ai eues. C'était de quel ordre? Les idées noires, c'est-à-dire un renfermement, ne plus envie de parler, ne pas avoir le sourire, ça je l'ai vécu. Et généralement, c'est les prémices, c'est les premières étapes. Voilà. Et donc il faut être très vigilant. Je vous dis, je te dis, Malika, quand je vois ça aux infos, je pense à cette dame qui parlait de son fils qui en est arrivé à ce fatalisme-là. Moi, ça me fait énormément de mal. Évidemment. Ouais.
Et tu te dis que ça aurait pu t'arriver? Et je me dis, bien évidemment, je me dis que ça aurait pu t'arriver si ça avait pu arriver si je vivais dans une autre époque. Cette époque des réseaux sociaux, ça ne se termine pas. Tu n'aurais pas supporté d'avoir J'aurais ça. peut-être pas supporté. Enfin, tu rentres, moi je rentrais de l'école, c'était basta, j'étais avec mes frères, mes parents, je retournais, si je devais revivre quelque chose un peu de mauvais, c'était le lendemain, c'était pas le soir même. Il y avait du répit, quoi. Voilà, il y avait du répit. Maintenant, les réseaux sociaux, il y a des choses bien, il y a des choses moins bien. Et je comprends les parents qui mettent les TikTok, les Instagram, Facebook, le plus tard possible, le plus tard possible. C'est quoi le plus tard, alors? Eh bien, le plus tard possible, c'est quand on sent le bon moment. Après, moi, j'ai pas de, comment dire, la science infuse là-dessus. Ah bon? Non, mais c'est... Voilà, le plus tard possible. Je pense qu'en primaire, on n'a pas besoin d'avoir de réseaux sociaux. Ouais. Voilà, pour faire simple, en primaire, on n'a pas besoin d'avoir de réseaux sociaux. Mais pourtant, c'est à quel moment qu'on est le plus coriace dans le harcèlement? C'est un peu plus tard, non? C'est un peu plus incisif? Au collège? Ça peut, de toute façon... Il n'y a pas de temporalité pour le harcèlement. Par contre, on n'a pas la force mentale, peut-être, en primaire qu'au lycée. De comprendre, oui. Voilà. En tout cas, merci. Merci à toi, Malika. De nous avoir confié tes souvenirs, Ouais. ta vision de l'école. C'est déjà la fin de l'émission. Oui, c'est triste. J'espère que... Il y a plus triste. Il y a plus triste. Oui, il y a plus triste. C'était un bon moment. Oui. C'était un très bon moment. Je te remercie beaucoup. C'est vrai que je me suis beaucoup confié à toi, peut-être comme je ne l'ai jamais fait. C'est vrai? Ouais. Eh ben, j'en suis Mais heureux. c'est parce que tu as certainement posé les bonnes questions et tu as été creusé un petit peu en moi. Mais voilà, si je devais terminer sur un petit truc, c'est que je parlais un peu des choses négatives, des souvenirs d'enfance. Mais il y a... Non, mais c'est important voilà. de parler du harcèlement. Ouais. Pour les autres. Exactement. Pas que pour toi. Mais voilà, exactement. Donc merci encore d'avoir partagé avec nous tes souvenirs. Merci, Malika. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Souvenirs d'écoliers sur School TV. À bientôt.